Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc, je suis Patricia Assoun, présidente de l'association Dor Hadash, une association qui prépare les Olim Hadashim et qui les accompagne en Israël. Notre objectif, c'est de faire une alia personnalisée dans trois villes différentes, mais bon, nous avons eu beaucoup de demandes et du coup, ben, on a étendu un petit peu les villes d'accueil, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que les personnes qui nous contactent et qui adhèrent à notre association puissent participer justement au programme qui consiste en quoi? Avant de monter, 5 mois d'Ulpan, un atelier budget et pour ceux qui sont en activité, eh bien, la reconnaissance des diplômes et tout ce qui concerne l'emploi. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire une conférence sur un sujet qui est récurrent avec Daniel Guggenheim et avec notre ami Henri. Parce que avant de monter en Israël, vous vous posez déjà la question de la banque et de la carte. Il y en a beaucoup qui ont déjà la carte Revolut et d'autres personnes, par contre, qui souhaitent, une fois arrivés, avoir des renseignements ou qui rencontrent des problématiques avec une banque et ils ne savent pas trop vers qui se tourner. Donc, on va pas, vu le nombre de participants, alors on est a priori, voilà, on est arrivé au taquet. Je précise pour ceux qui voudront se connecter après et qui sont en relation avec vous, que c'est un Zoom qui est enregistré. Donc, nous le partagerons aussi par mail pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Donc, je vais d'abord donner la parole à Henri, qui va se charger de vous renseigner sur la carte Revolut. Alors, Henri, Ouais. C'est bon, tu m'entends? Est-ce que l'ensemble des gens m'entendent? a priori, je Oui, oui. A t'entends. priori, oui. Oui, ok. D'abord, bonjour à tous. Je vais faire d'abord une petite introduction me concernant. Je ne suis pas représentant de la société Revolut, d'accord? Moi, je me présente en tant qu'utilisateur. Je suis client chez Revolut depuis l'année 2017. Donc, je n'ai aucun intérêt commercial avec cette société. D'accord? Je ne suis pas conseiller financier, ce n'est pas du tout mon domaine. C'est simplement ce que je vais faire ce matin, c'est un retour d'expérience, vous expliquer un petit peu quelles sont les bonnes pratiques vis-à-vis de Revolut et aussi l'application des règles bancaires qui s'appliquent dans le cadre français et un petit peu dans le cadre israélien. Donc, à titre personnel, je vais aussi illustrer par deux exemples qui me semblent assez significatifs. C'est un retour d'expérience que des utilisateurs que me renvoie Daniel sur les problématiques en fait qu'ils ont rencontrées. En fait, depuis un an et demi, je pense, de mémoire, avec Daniel pour confirmer, il me renvoie des gens qui sont vraiment parfois un peu dans des situations perdues, qui cherchent des solutions concernant l'utilisation de Revolut et je les guide et je les briefe un petit peu sur ce qu'il faut faire et sur ce qu'il ne faut pas, sur ce qu'il ne faut pas faire. Donc, l'introduction à Revolut même. Qu'est-ce que c'est que Revolut? C'est une néobanque, c'est ce qu'on appelle une néobanque. Elle a dû naître dans les années 2010. Elle a été créée en Angleterre. C'est une banque britannique. Seulement, il s'est passé que suite au Brexit, au référendum qui a fait la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne, euh, la Revolut a décidé en fait de commencer pour ne pas perdre le passeport européen, qui est en fait un passeport réglementaire qui permet d'exercer dans toute l'Europe. Ils ont décidé en fait d'ouvrir des filiales à travers toute l'Europe. Donc, ils ont d'abord commencé pour bénéficier de récupérer de ce passeport financier qui leur permet de s'exonérer et d'anticiper le Brexit britannique qui coupait les relations financières entre l'Angleterre et l'Europe, les règles européennes de la communauté européenne. Ils ont basculé d'abord en Lituanie. Moi, quand je me suis inscrit, ils étaient en Lituanie. Depuis environ pratiquement 3 ans, ils ont dû ouvrir une filiale française à Paris. Et en fait, le résultat de ça, c'est qu'ils ont basculé toute la clientèle française, tous ceux qui ont été identifiés comme habitants en France, français résidents
en France, ayant une adresse en France, ils les ont basculés sur cette filiale française. Et donc, ça signifie qu'en fait, tous les IBAN, ce qu'on appelle tous les relevés d'identité bancaire, sont basculés de la Lituanie à la France. Pourquoi je vous raconte ça? Pourquoi c'est si important que ça? C'est qu'aujourd'hui, maintenant, cette réglementation qui s'applique à nous tous, tous les clients, c'est qu'aujourd'hui, vous avez à la fois les droits et les devoirs de tous les usagers bancaires français, comme si vous étiez client à la Société Générale, à la BNP, etc., etc. Donc concrètement, en étant client Revolut, si vous ouvrez un compte de dépôt, vous avez une protection jusqu'à un montant de 100 000 euros. Voilà, 100 000 euros en cas de faillite de l'établissement de Revolut. Ça, il faut le savoir. Et la parenthèse que je peux ouvrir, c'est qu'il n'est jamais conseillé dans n'importe quel établissement bancaire d'avoir plus de 100 000 euros en permanence sur un compte bancaire. C'est vrai, ce sera vrai avec Revolut et ce sera vrai avec n'importe quel établissement si vous êtes à la Société Générale, à la BNP, etc., etc. Jamais plus de 100 000 euros en permanence pour ne pas voir se faire couper en cas d'accident bancaire de l'établissement. Vous risquez de perdre de l'argent. Vous pouvez demander aux Chypriotes. Les Chypriotes ont vécu cette situation. Tout ce qui était au-dessus de 100 000, ils se sont fait ramasser leur argent. Euh, Concernant la réglementation, maintenant le double, cette protection, ce droit donne aussi des devoirs, notamment sur les lois, ce qu'on appelle les lois anti-blanchiment et traçabilité de vos fonds. Vous devez être en mesure de justifier la provenance des fonds. Et c'est une des causes essentielles pour lesquelles les gens se font expulser de Revolut. C'est pas les raisons essentielles, mais c'est une des causes qui s'applique assez souvent. Voilà en fait pour cette partie réglementaire. Il faut toujours conserver ça à l'esprit. Vous devez justifier la provenance de vos fonds. Et ça va impacter notamment pour ceux qui veulent opérer des achats immobiliers. Ça va être extrêmement important. Donc, ouvrir un compte Revolut, ça signifie quoi? Un, c'est une pièce d'identité, un justificatif de domicile, un numéro de téléphone portable, un smartphone, avec un téléphone portable et soit sur une tablette qui sera connectée à votre téléphone parce que les vérifications se font à travers ces canaux-là et un mail. Pourquoi je précise ces points-là? C'est qu'en fait, pour un certain type de population, c'est rédhibitoire. Pour les populations les plus seniors, il y a des gens qui m'ont dit, je ne peux pas, je ne sais pas. Je ne sais pas scanner, je ne sais pas numériser mes documents, mes justificatifs, mes relevés de compte, par exemple, mes assurances vie, mes relevés d'assurance vie, ou bien les documents de mon notaire sur lequel j'ai vendu une maison. Il y a des gens qui ne savent pas faire ça. Vous n'êtes pas en mesure de faire ça, vous n'êtes pas autonome sur un smartphone. Éventuellement, vous pouvez avoir des handicaps. Le son est coupé et l'image aussi. Oui, a priori, on a un petit problème de connexion. Peut-être qu'il va pouvoir je ne sais pas, ça vient de chez lui, pas de chez nous. Euh, voilà, on va. Ah, ça y est, c'est reparti. Bon, Vous pouvez En aussi lui théorie, demander de recentrer sa caméra pour que l'on puisse oui, voir. Voilà, merci. bon, moi, je me vois mal, en fait. C'est pour ça. Ok. Hop là, voilà, je me fais mieux. Donc, je vous disais, en fait, ce dont vous avez besoin, des outils impératifs et la maîtrise de ces outils. Vous avez besoin d'un smartphone, vous avez besoin d'un numéro de téléphone à l'inscription. Vous avez besoin d'une pièce d'identité à jour, passeport, carte d'identité. Vous allez fournir aussi un justificatif de domicile français de moins de 3 mois. Et évidemment, tout ça nécessite en fait que vous ayez une certaine dextérité dans l'utilisation d'un certain nombre d'outils, par exemple faire un scanner. La justificatif des provenances des fonds, d'accord, ça se fait par mail. C'est-à-dire que vous devez scanner les documents, conserver tous vos documents en fichier PDF, et le jour où vous allez devoir faire des dépôts d'argent importants, il va falloir justifier la provenance de ces fonds à travers un mail que vous allez envoyer au support. Donc, vous sentez bien immédiatement qu'il y a un frein immédiat à deux types de populations, ceux qui sont complètement autonomes,
Par exemple, vous êtes autonome avec votre smartphone, vous savez réinstaller l'application, vous savez vous reconnecter, vous pouvez re-rentrer, vous pouvez scanner vos documents, vous savez, et vous pouvez envoyer vos documents en fait au support des documents numérisés. Si vous ne savez pas faire ça, Revolut n'est pas fait pour vous. Deuxième point, si vous avez besoin en fait d'un support, on va dire un agent, un conseiller commercial, ce qui est important à savoir encore, si cette banque elle est moins chère, c'est qu'en fait il n'y a personne qui vous apporte du support. C'est-à-dire que vous n'avez pas de conseillers commerciaux, d'accord? Vous n'avez pas de numéro de téléphone pour contacter une hotline, tout se fait par mail. Donc, par rapport, par rapport à vos besoins, par rapport à votre profil de clientèle, vous savez à peu près si vous êtes apte ou inapte. C'est ce qui va en fait conditionner un des éléments importants pour décider est-ce que oui, Revolut est fait pour moi ou Revolut n'est pas fait pour moi. Ça, c'est un point important sur le profil, on va dire, de la clientèle et des gens qui peuvent utiliser ce service. Deuxième point, ce qu'il faut, vous êtes dans un cadre d'aléa. Revolut, en fait, c'est un outil secondaire. C'est un compte clientèle. Ça ne peut pas être le compte clientèle principal pour des Olé Hadash. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un certain nombre, avec un certain nombre d'administrations, vous verrez en fait en Israël, quand vous vous identifiez ou quand vous faites un paiement, il y a un contrôle de votre Teudat Zehut, de votre carte d'identité. Et ce contrôle avec la Teudat Zehut, elle se fait uniquement avec les cartes de crédit israéliennes. Et la carte de crédit israélienne envoie l'information de votre identité pour faire des paiements. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai payé ma vignette auto. La vignette auto, en fait, quand vous payez la taxe automobile chaque année, bah, en fait, vous avez un contrôle sur votre numéro de Teudat Zehut, votre carte d'identité pour voir en fait que vous êtes à jour et que vous avez payé toutes vos amendes. Donc, ce genre ce genre en fait de paiement ne peut pas être utilisé avec cette carte Revolut, ne peut pas être utilisé avec un certain nombre d'administrations. Mais on va dire que dans 95% des cas où vous faites des achats chez un commerçant, votre passage avec votre carte bleue Revolut, ça va passer. Dès lors que vous avez les fonds sur votre compte, le paiement passera. Si vous avez paramétré correctement aussi, si vous n'avez pas mis de plafond de paiement sur votre application Revolut, ça pourra passer sans problème. D'un point de vue méthodologique, moi, ce que j'invite dans un premier temps, c'est que l'interface de Revolut, elle est extrêmement riche en termes de fonctionnalités. La plupart d'entre vous, si je comprends bien, vous êtes en France. Profitez-en pour vous inscrire en mode gratuit. Essayez en mode gratuit, découvrez un petit peu les interfaces, les fonctionnalités, voyez un petit peu comment sont organisées les rubriques, les fonctions, et ensuite vous pourrez finaliser, éventuellement passer en mode payant de la carte Revolut. L'objectif, en fait, c'est quoi? C'est d'apprivoiser l'environnement de Revolut parce qu'il n'y a que l'application. En dehors de l'application, ils ont fait un site Internet, mais le site Internet, il est médiocre, il est horrible, c'est catastrophique. Donc, simplement, vous ne pouvez utiliser que l'application pour faire, on va dire, les opérations les plus communes. Euh, alors, il y a toujours la possibilité pour les utilisateurs qui sont, on va dire, en difficulté. Vous n'êtes pas pour, si par exemple une personne inscrit des personnes âgées, par exemple, ou ses parents, ils peuvent essayer de se faire aider. Mais il faut quand même trouver une personne qui soit disponible pour faire ces opérations, quelqu'un qui puisse vous renseigner et vous accompagner pour faire des opérations de virement, de confirmation, de conservation aussi de mots de passe. Parce que des fois, un mot de passe, ça s'oublie et vous pouvez vous retrouver dans des situations extrêmement compliquées. Donc, c'est aussi important de conserver tout ça en mémoire, à savoir, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que ça, déjà, ça se présente comme trop complexe? Ou alors, je peux me faire assister? Ou alors, je suis autonome? Voilà. Ça, c'est le cadre général, on va dire, du compte de dépôt. Le compte de dépôt Revolut,
qui est important à comprendre, c'est un compte de dépôt. Donc, vous avez cette garantie de 100 000 euros. Et ça peut être un compte de dépôt qui est en multidevise. Donc, on se met en situation, vous ouvrez votre compte gratuit pour faire un test, vous positionnez 100 euros, par exemple, et vous opérez tout de suite un change de 20 euros en shekel, par exemple. Et là, vous allez voir apparaître deux choses. Vous allez voir à la fin voir une rubrique en euros et une rubrique en shekel. D'accord? Donc, vous vous retrouvez en fait en compte multidevise. C'est ça en fait qui est intéressant. Et c'est là en fait que vous pouvez préparer les sommes budgétisées, évaluées par rapport à vos besoins, anticiper le change pour faire vos paiements en Israël avec la carte Revolut. Ce qui est ensuite les points que je n'aborderai pas sur la partie Revolut. Moi, je vais aborder la partie compte de dépôt. Vous avez aussi ce qu'on appelle les comptes monétaires. C'est pour faire du placement sans risque, pour faire travailler votre trésorerie en euros ou en dollars. D'accord? Les points que je n'aborderai pas, c'est tout ce qui est partie bourse, ETF, placement sur les crypto-monnaies et placement sur les matières premières. Ça, je vous laisse, si vous passez en mode gratuit, regardez un petit peu sur l'application, découvrez par vous-même quelles sont les possibilités en termes, si ça vous intéresse. Mais globalement, ce qu'il faut savoir sur les parties investissement de Revolut, c'est-à-dire les actions, les ETF, les matières premières, il faut savoir qu'ils sont plus chers en termes de commission qu'une société spécialisée sur les parties trading, bourse, investissement en bourse. Et ça s'adresse à un public très spécifique et je ne l'aborderai pas du tout. D'accord? Voilà. Vous avez deux types, ce qu'il faut retenir en fait sur la partie Revolut. Vous avez le compte gratuit pour la partie compte de dépôt. Vous avez la partie gratuite et vous avez le Revolut payant. L'arbitrage qui va se faire en fait, pour choisir l'un ou l'autre, ça va être la périodicité de vos besoins de change et aussi les sommes que vous devez amener à faire du change. Exemple, voilà, vous avez un appel de fonds de votre Cablan, de votre promoteur immobilier, il vous demande 100 000 euros. D'accord? Vous devez faire une opération immédiate pour payer une tranche d'acquisition. Vous allez en fait avoir une commission réduite sur le taux de change et vous allez accéder à un taux de change plus intéressant. Donc, si vous passez en premium, si vous êtes en gratuit, vous allez payer plus cher. Si vous êtes en premium, vous êtes amené à recevoir une réduction sur les frais de transaction et, sur le taux, et de bénéficier d'un taux de change plus intéressant. Moi, je suis par exemple en premium, ce qu'on appelle, je suis en mode payant premium. Le mode payant premium, c'est 100 euros par an. Donc, la question qui se pose, ça peut être intéressant de passer en payant immédiatement pour deux raisons. C'est qu'en fait, si vous bénéficiez d'un taux de change plus intéressant sur une somme très intéressante, vous allez avoir une économie beaucoup plus grande et votre carte, elle sera très rapidement amortie. Voilà. Voici les points qui sont… Excusez-moi, il faut aussi dire que même quand vous avez la carte gratuite, il n'y a pas de frais de change, sauf si vous le faites le jour férié ou les week-ends. Je l'utilise Revolut, hein, donc sincèrement. Alors, sachez une chose, ça dépend, c'est périodique, c'est des promotions commerciales. Non, Mais si non, c'est pas, c'est comme ça marche comme ça, Revolut, c'est marqué dans le contrat. Non, Bah, si. je vous dis, vous verrez que Alors, c'est sur le non, taux de change, sur le taux de change. Ça dépend la somme que vous allez excusez-moi, changer. Au-dessus de excusez-moi. 1500 euros, Euh, regardez. Pour l'instant, on n'a pas ouvert les questions. Donc, on va refermer les micros de façon à ce que vous puissiez laisser finir Henri. D'accord? Comme on l'a dit, si déjà vous connaissez le fonctionnement de Revolut et que vous en êtes satisfait, eh ben c'est parfait. Maintenant, c'est Henri aujourd'hui qui anime le débat sur Revolut. Si vous avez, vous, des informations, mettez-les dans le chat. C'est pas interdit non plus. Mais pour l'instant, c'est lui qui va nous expliquer comment ça fonctionne. Et les expériences de chacun sont différentes, comme toutes les expériences que l'on connaît dans tous les domaines. Voilà. Donc, on ne peut pas chacun dire la sienne. Il y a 129 participants, ça ferait beaucoup. Donc voilà, je vous remercie vraiment d'attendre qu'il termine et vous pouvez vous exprimer sur le chat avec plaisir. Ce qu'il faut voir, c'est que
Et pour accéder à un meilleur taux de change, il est conseillé de faire vos opérations de change du lundi au vendredi parce que c'est les jours où les marchés sont ouverts. Si vous êtes en samedi, dimanche, vous allez payer plus cher, vous payez plus cher, que ce soit en mode gratuit, que ce soit en mode payant. Et ça, c'était les dernières conditions. Alors, je sais qu'ils ont fait des promotions à un moment. Ils ont fait des promotions il y a de ça quelques mois. C'est-à-dire qu'ils ont dit, si vous faites le change le samedi, dimanche, parce qu'ils ont dû s'apercevoir qu'il y a dû y avoir une chute, en fait, des opérations, les conditions commerciales, elles sont amenées à évoluer, hein. Ce qui est vrai aujourd'hui, peut-être dans un mois, peut-être dans 2 mois, ce sera plus vrai. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand vous êtes en mode payant, vous avez une réduction sur les frais de change et vous avez un meilleur taux de change. Donc, cette carte, normalement, si vous avez des sommes extrêmement importantes à changer, j'ai envie de vous dire, vous allez l'amortir très, 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 très rapidement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, là, je vais vous proposer 2 cas d'espèce qu'on va analyser très rapidement en 2 minutes parce qu'on a quand même un temps qui est limité. On va se mettre en situation. Moi, aujourd'hui, imaginez, j'ai un paiement à faire d'une échéance d'achat de mon appartement. Et donc, j'ai l'objectif de transférer immédiatement 200 000 euros sur mon compte israélien. D'accord? Pour ça, j'ai vendu une maison, j'ai vendu mon appartement, ou bien j'ai débloqué mon assurance vie, ou j'ai débloqué un produit d'économie en France. Ce qui est important à faire, la toute première étape, c'est évidemment avoir une version numérisée de tous les justificatifs. Si c'est un prélèvement sur un compte bancaire, il faut numériser votre compte bancaire. Si c'est un relevé de votre assurance vie qui débloque les sommes, qui explique que c'est un déblocage de sommes et que tout a été payé, vous le numérisez. Si c'est le document de vente de votre notaire, vous numérisez le document qui va écrire exactement la somme nette que vous touchez. Une fois que vous avez établi cette première étape, d'accord, vous contactez le support Revolut, vous leur dites, voilà, moi je suis client, que vous soyez en gratuit ou en payant, vous contactez le support, il y a un mail qui s'appelle support, je crois, @revolut.com. Vous leur envoyez les documents et vous leur dites, voilà, moi je vais faire un premier versement de 200 000 euros, voici les justificatifs en pièce jointe. Dans tous les cas, quand vous faites une opération avec des sommes aussi importantes, moi, je vous conseille de passer immédiatement, dès le départ, en mode payant. Parce que quand vous êtes en mode gratuit, au niveau du support, ils vous font poireauter. Le support est très lent. Il ne répond pas, il n'est pas aussi dynamique. Et si vous avez un blocage quelconque pour une raison X, Y, vous avez besoin quand même d'avoir rapidement une réponse pour avoir analysé quelle est la nature du problème. Donc, en prudence, ça peut être bien d'investir 100 euros dans une carte qui vous permet d'accéder à des réductions sur lesquelles les virements sont gratuits, un certain nombre d'opérations sont gratuites et vous bénéficiez d'un taux de change qui est un peu plus intéressant. Normalement, vous allez pouvoir amortir votre carte comme ça. Donc, vous avez numérisé vos justificatifs, vous avez envoyé les documents au support de Revolut. Revolut vous répond OK, on a reçu vos papiers, on a reçu vos justificatifs, tout est bon de notre côté. Vous faites l'opération, c'est-à-dire vous faites l'opération à partir de votre établissement bancaire classique, la BNP, la Société Générale. Vous transférez vos fonds vers le Revolut, d'accord? Et à ce moment-là, la deuxième étape que vous allez pouvoir procéder, c'est faire l'opération de change. Voilà. Selon la configuration, selon la somme que vous avez opérée, vous faites soit vous changez en fonction du taux de change de la journée, vous changez tout, vous changez une partie des sommes. Et ensuite, dans un second temps, vous avez transformé vos euros en shekels. Troisième étape, c'est de contacter votre chargé de compte de la banque israélienne. S'il est francophone, c'est mieux, ce sera plus simple. Vous lui envoyez un mail et vous l'appelez au téléphone pour l'informer. Vous lui dites, moi, je vais faire un virement de telle somme. Voici tous les justificatifs de la provenance de ces sommes. Je vais envoyer l'équivalent de cette somme en shekel. Confirmez-moi que de votre côté, tout est OK et que vous n'avez pas besoin de justificatifs en plus. Votre chargé de compte, il va vous dire, il me manque une pièce, il me manque un document, il faut me justifier ça, etc., etc. S'il faut compléter les justificatifs, vous les complétez directement auprès de votre chargé de compte israélien. Lui, il vous dit OK.
à ce moment-là, dans un second temps, vous pouvez faire le virement vers votre banque israélienne, soit si c'est vers vous-même, soit c'est vers votre avocat. Si c'est vers vous-même, eh ben, vous avez déjà averti le chargé de compte, votre chargé de compte. Vous pouvez faire un virement dans lequel, dès le départ, la monnaie de départ sera le shekel, et vous renvoyez vos shekels vers votre compte bancaire cible. Donc, il faudra rentrer vos paramètres de compte israélien. Ce sera vers vous-même. Et l'opération, vous exécutez l'opération, très simplement. Donc, vous voyez la synchronisation. Un, à cause des règles, de la réglementation sur la traçabilité des fonds, la justificative de la provenance des fonds. Étape numéro 1, j'avertis Revolut, je reçois le vert de Revolut, j'opère le transfert vers Revolut. Deuxième étape, j'opère le change selon la somme dont j'ai besoin pour remplir mes obligations vis-à-vis la somme dont j'ai besoin pour alimenter mon compte israélien. Je préviens ensuite mon chargé de compte israélien francophone. Au mieux, si vous êtes dans une agence francophone, ça peut être bien. Souvent, ils connaissent un petit peu les procédures françaises. Ça peut être une aide, ça peut gagner du temps. Vous opérez ensuite le virement de vos shekels vers le compte cible israélien. Et vous verrez que très rapidement, très rapidement, les fonds vont arriver sur votre banque entre 48 heures, comptez, je pense, entre 48 et 72 heures, ça arrive sur votre compte. Il faut savoir que quand même, de la partie israélienne, vous allez payer aussi une commission. Bien que vous envoyez des shekels, la banque israélienne se commissionne sur la réception de la somme. Voilà. La commission qu'il va prendre, évidemment, elle sera très largement inférieure, puisqu'il n'y a pas de change à faire. La commission dont la banque va se payer, elle va être beaucoup moindre, parce que vous envoyez des shekels. Voilà, très simplement. Donc, vous voyez, déjà, vous avez deux sources en fait d'économie importantes par le transfert, juste en synchronisant et en procédant de façon méthodique. Donc ça, c'est un des premiers exemples. De même, alors ça, c'est si vous êtes obligé, par exemple, si vous êtes amené à transférer des fonds de votre compte Revolut vers votre compte israélien vers vous-même pour procéder à un achat ensuite de votre compte israélien à à votre promoteur immobilier. La procédure sera un petit peu différente si vous envoyez de l'argent à votre avocat. L'avocat, il a son compte propre. Il faut juste lui envoyer à votre avocat, vous lui enverrez vos documents justificatifs français pour qu'il ait les traces, en fait, aussi. Il aura aussi le souci de Oui, c'est ça. D'accord? Donc ça, en fait, c'est le cas le plus classique, en fait, pour l'achat immobilier qui peut vous concerner parce qu'en fait, beaucoup de gens se retrouvent dans cette situation-là. Deuxième exemple qui peut vous intéresser, c'est que c'est en fait la gestion de vos retraites. Vous êtes retraité, vous recevez votre pension en France. Actuellement, vous recevez votre pension sur un compte français. Entre parenthèses, je vous invite, si vous êtes client à la Banque Postale, c'est une très mauvaise banque. Évitez la Banque Postale, déjà. Évitez de connecter Revolut avec la Banque Postale. C'est une banque assez catastrophique et assez problématique. Essayez les réseaux plus classiques comme la Société Générale, la BNP, la Caisse d'Épargne. C'est moins pire, on va dire. Ça, c'est le premier point. Donc, vous avez déjà mis en place, depuis que vous êtes à la retraite, vous avez déjà mis en place la perception de votre pension depuis peut-être des mois ou des années. Vous recevez régulièrement tous les mois votre pension. Une fois que vous recevez votre pension, tous les mois, ce que vous pouvez faire, c'est de prélever la somme qui vous intéresse et de la transférer vers Revolut. Alors, le scénario optimal, en fait, ça dépend de vos besoins, de votre budget. Ce que je conseille aux gens, c'est pas de transférer tous les mois leur pension. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour la problématique que je vous exposais déjà, c'est que dès lors que vous transférez des fonds en shekel sur votre compte israélien, tous les mois, vous allez payer des commissions. Et des fois, vous avez des commissions minimales qui peuvent varier en fonction des sommes. L'intérêt, en fait, de Revolut, c'est de faire des virements de plusieurs milliers d'euros. Donc, l'intérêt de ça, on va dire que c'est intéressant d'utiliser Revolut à partir de quelques milliers d'euros. On va dire 4 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros.
Donc, si vous recevez une pension française sur votre compte bancaire classique, conservez-les 1 mois, 2 mois, 3 mois, faites un virement tous les trimestres, ou tous les 4 mois, ou tous les semestres. Et alors là, vous pourrez, je pense, à mon avis, ça peut être une solution pour optimiser au niveau des commissions sur la partie israélienne. Donc, vous prenez, vous prenez un trimestre de retraite quand vous avez besoin, vous le basculez sur Revolut, vous faites votre change, et ensuite, vous le basculez, vous transférez vos shekels convertis, vous l'envoyez vers votre compte bancaire israélien. Et ça va vous coûter moins cher en termes de commission. Voilà. Euh, pour les gens les plus agiles, j'ai envie de vous dire, moi, je ne vous conseille pas de faire verser directement sur Revolut, de plugger, d'associer directement votre pension avec Revolut. Pour les raisons que je vous ai expliquées, si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec les applications, si vous n'êtes pas à l'aise dans la gestion d'un smartphone, si vous ne savez pas réinstaller une application, si vous n'êtes pas à l'aise avec les mots de passe, imaginez demain que recevez directement votre pension sur Revolut et qu'il vous arrive un accident avec votre téléphone ou que vous avez oublié votre mot de passe, vous allez vous mettre dans une situation, on va dire, difficile. Donc, évitez, vous n'avez pas d'assistance, vous n'avez pas de chargé de compte, ne mettez pas ou ne mettez pas vos proches dans une situation difficile. Simplifiez au maximum. Soyez efficace et soyez efficient, quitte à payer un petit peu plus à ce niveau-là. Voilà. Pour ceux, en fait, qui se Alors trouvent... peut-être Henri, Ouais. on a déjà parlé voilà, tu as parlé de beaucoup de choses. Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter Juste d'important? un point très rapide. Vous avez la possibilité de faire travailler, si vous avez positionné un peu de trésorerie en euros sur le compte Revolut, vous avez la possibilité de le faire travailler sur les comptes flexibles en devises. Donc, imaginez que vous ayez 10 000 euros sur votre compte Revolut, vous pouvez placer 5 000 euros sur un compte d'épargne en devises, en euros, et ça travaille tous les jours. Voilà, tous les jours, ça vous rapporte des intérêts. Donc, ça peut être une solution Excellent. encore de faire travailler votre trésorerie. Et le plafond pour ces comptes monétaires en devises, en euros, pour faire travailler flexible, c'est maximum un plafond de 22 000 euros. Donc, pas plus de 22 000 euros à tenir en permanence sur ces comptes. Et ça ramène des intérêts. Voilà. En gros, voici la philosophie. On peut basculer aux questions si tu veux, Patricia. Alors, oui, on m'entend. Alors, très bien. Donc, merci déjà pour toutes ces explications qui me semblent indispensables pour les personnes qui ont déjà Revolut, surtout pour celles qui ne l'ont pas. Je peux poser une toute petite question juste sur ce qu'il vient de dire à l'instant. Oui. Oui, vous avez dit, quelqu'un me parlait, donc vous avez dit compte en devises israélien, plafond 22 000. Ça, c'est un Non, compte en devises. non. C'est un compte monétaire, c'est soit du dollar, soit de l'euro, soit de la livre sterling. Oui, Vous avez, d'accord. en fonction que vous soyez Mais en gratuit ou en payant, vous allez avoir un taux d'intérêt qui va être plus ou moins haut. Si vous êtes actuellement en euros, vous êtes à 3%. Si vous êtes en dollars en payant, vous êtes à 3%. Si vous êtes en payant en dollars, vous êtes à 4,07%. Les livres sterling, j'en parle pas. Si vous êtes en gratuit, vous allez avoir un taux d'intérêt inférieur. Voilà. excusez-moi, N'importe. la seule chose que j'avais pas compris, c'était, excusez-moi, c'était un compte monétaire sur Revolut. Oui, Ok, exactement. d'accord, très bien. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez deux boîtes. Ah oui, très bien, Vous très bien, avez très votre bien. compte dépôt en euros, vous avez votre compte dépôt en shekel qui coexiste, Parfait. et vous avez un produit qui s'appelle compte monétaire flexible. Tous les jours, ça rapporte des intérêts. Et si vous voulez ajouter, vous rajoutez jusqu'à un plafond de 22 000 euros. C'est la garantie maximum pour ce type de produit. Et quand vous avez besoin de retirer, quand vous avez besoin de retirer cet argent, c'est aussi au jour le jour. Ce n'est pas de l'argent qui est bloqué. Merci beaucoup. De rien. Bien, alors donc, il y a différentes, évidemment, questions auxquelles, alors, quand c'est très précis, donc, on a partagé au tout début du chat
les coordonnées d'Ayala, Ayala Bloom de Qualita. Donc, toutes vos questions précises, vous les lui envoyez par email ou via le numéro que nous avons mentionné. Et là, c'est en WhatsApp qu'il faudra les lui envoyer. Maintenant, nous, on a pensé faire ce Zoom et c'est très bien que Henri ait parlé plus ou moins de tous ces aspects parce qu'en arrivant en Israël ou quand on est en Israël, c'est vrai que quoique, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, principalement les retraités, mais toutes les personnes qui ont gardé un compte en France et qui ont un virement sur ce compte, c'est vrai qu'il est très pratique d'utiliser ce compte parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui disaient, mais on a déjà un compte en banque qu'on ne paye pas en France et on ne paye pas de frais. Mais oui, mais l'avantage, ça n'est pas que ça, ce n'est pas qu'une histoire de frais, c'est surtout la possibilité de jouer entre les monnaies et de pouvoir vous familiariser avec justement les taux de change et d'utiliser ce compte intermédiaire de Revolut pour faire la passation de fonds de vos fonds en France à votre compte en Israël en utilisant l'éventail de possibilités que Revolut offre. Et notamment, il en a parlé, les devises, le change, comment payer une première échéance de son appartement, ou ça peut être un milliard de raisons où on a besoin d'utiliser ces fonds-là, et de façon tout à fait légale. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de questions, mais je crois pas que, alors, je crois pas qu'on puisse répondre comme ça, à part ce qu'il a dit et qui était vraiment général et très bien expliqué. Je vois pas comment, voilà, par exemple, combien rapporte l'argent placé sur Revolut. Bon, Il y ben, a, il y a, il y a il une y a question qui est revenue, qui revient tout le temps, c'est si on n'est plus si on n'est plus du tout résident en France et que Henri a précisé au début de son interview qu'il fallait avoir une adresse en France. Maintenant, si on a fait le Salia et la personne elle habite en Israël, il y a plus Alors, c'est la question qui est revenue. on va ruser, on va contourner le problème. Moi, je suis dans cette situation-là. Donc, en fait, moi, j'ai remplacé. Vous devez, en fait, dans les paramètres de votre compte, vous devez mettre une adresse française. Moi, j'ai mis l'adresse de ma sœur. Mettez l'adresse d'un proche, mettez l'adresse d'un ami, quelqu'un qui est en capacité, puisque vous avez déjà fait le processus d'identification normalement, vous avez, quand vous êtes inscrit, vous êtes inscrit peut-être en France, vous avez basculé en Israël, bah, c'est possible en fait de déménager, de changer d'adresse. Ça arrive dans la vie. Donc, ils ont une tolérance en fait. Ils ont une C'est tolérance. légal. Est-ce Ensuite, que c'est légal? laissez-moi juste finir un point. Vous devez savoir simplement qu'au moment de votre inscription, vous devez aussi rentrer votre identification fiscale française. Donc, c'est pour ça que je vois une question qui est arrivée. Si vous êtes habitant en Israël, que vous n'avez pas de numéro fiscal français, a priori, vous ne pourrez pas ouvrir un compte Revolut en Israël. Vous n'avez pas d'adresse disponible en France. Vous devez justifier en fait votre résidence fiscale. Donc, si déjà vous ne remplissez pas tous ces critères, malheureusement pour vous, euh, Revolut refusera votre inscription. Et alors, attendez, j'ai juste une petite question, puisque vous dites que vous trichez en donnant l'adresse de n'importe qui, nos enfants, parce qu'on a encore des enfants en France. Mais sur notre numéro fiscal, notre adresse est déjà en Israël. Ça ne posera pas de problème? Non, enfin je n'ai pas, moi je me suis déclaré, je ne suis plus résident fiscal, je n'ai pas mon adresse. OK. Vous devez renseigner en fait un numéro fiscal. Oui, ça, on a. Très bien. Ok, OK. ça vous le Merci beaucoup. remplissez. Maintenant, le numéro fiscal, c'est une chose, c'est vis-à-vis de l'administration fiscale, parce qu'en fait, ce que croise. on va planter, on va le récupérer. Si je peux me permettre une remarque, si je peux me permettre une remarque, vous parlez que par rapport à Revolut. Mais Vous ce qu'il faut pouvez vivre savoir, entre eux. Non, c'est que non, mais là pour l'instant, Monsieur H, bien sûr qu'on parle par rapport à Revolut, vous mais n'avez pas laissé finir ensuite, la phrase. Je vous Henri parle va de Revolut aussi. terminer dans 2 minutes et la parole va être prise par notre ami Daniel Guggenheim qui va parler de la banque. Il y avait Je vous- deux sujets dans la Non, je vous parle de Revolut. Je vous parle de Revolut. Mais vous parlez de la législation par rapport à Revolut. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on est résident fiscal en Israël, bien sûr, on pourrait tricher. Mais
la loi israélienne ne permet pas à un résident fiscal israélien d'utiliser Revolut. Bah, écoutez, moi, j'ai les deux déclarations, hein. Moi, j'ai Et nous ajouté, avons j'ai les aussi deux la double déclarations sur mon Revolut. nationalité. Donc, en ayant la double nationalité, et il y en a qui sont, il y en a qui sont résidents. C'est une question. Vous ne pouvez pas avoir la double, vous ne pouvez pas avoir la double résidence fiscale. On peut avoir la Non. double nationalité. Eh ben, je vous invite à aller voir sur l'application Revolut. Moi, j'ai rentré mon numéro d'identifiant fiscal, j'ai rentré les deux. Je vois qu'on a un expert comptable israélien. Demandez-lui, vous verrez que la réponse est simple. Ok. En Israël, c'est interdit. Jusqu'à ce jour, moi, j'ai rentré les deux. Mais On quel peut deux? tricher. On peut J'ai tricher. rentré mon numéro fiscal israélien, ma Teudat Zehut, après quelques années, hein, je reconnais qu'après quelques années. Et j'ai rentré mon numéro fiscal français. Il y a des gens qui font des allers-retours, hein. Alors vois- là, je prends aussi la loi en tant que je travaille dans une des banques israéliennes et on peut avoir une double nationalité fiscale. On peut être Ouais, fiscalisé en France et fiscalisé en Israël. Il n'y a pas de problème de Revolut du moment que tout est justifié et exactement. quand la banque demande donc des justificatifs, la personne déclare qu'elle est aussi fiscalisée en Israël et en France. Il n'y a absolument pas de problème. C'est une déclaration qu'on fait une fois par an. Mais si on choisit d'être résident fiscal C'est vrai, israélien, si vous êtes résident Résident fiscal dans les fiscal deux pays. israélien et on déclare être résident fiscal dans un pays étranger où on a la nationalité. Il n'y a absolument pas de problème du moment qu'on le déclare. C'est un papier qu'on signe ou qu'on le déclare. On donne le numéro d'identification fiscale. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. mais Aujourd'hui, si on de choisit toute d'être résident façon, fiscal israélien, c'est ça la question. Comment faire? Alors, tout à fait. Ce que vous dites est tout à fait exact. Si vous avez le droit d'être résident fiscal dans deux pays et de payer des impôts dans deux pays. Mais la plupart des OLIM ne sont plus que résidents fiscaux israéliens. Et dans ce cas-là, la loi est claire. Revolut, c'est interdit. eh ben, pour l'instant, à ce jour, moi, De on toute n'a reçu aucune façon, remarque. chacun fera son choix. Ce n'est pas une obligation d'avoir une carte Revolut et ce n'est pas une obligation non plus d'ouvrir Exactement. un Si, compte. si- Donc, si vous fermez le sujet, il n'y a pas de chacun sujet. comme Vous il dites c'est l'entend. interdit. Bah voilà, c'est interdit. Ben Mais voilà, moi, je c'est vous ça. dis, je peux vous dire simplement que Revolut aujourd'hui fait le partage de l'information avec les deux administrations. C'est-à-dire que l'administration fiscale, dès lors que vous avez mis votre numéro fiscal français et israélien, il y a, à cause des réglementations internationales, vous avez un partage des informations. Donc, alors moi, j'ai pas fini les 10 ans de mon alia. Peut-être que à la fin des 10 ans de mon alia, la patrouille, je serai rattrapé par la patrouille. Mais j'ai les justificatifs, je peux justifier les fonds. J'ai rien à cacher. Je ne fais pas Oui, partie. en tout cas, Revolut n'est pas merci, disponible pour un résident fiscal merci israélien. Henri. Excusez-moi, merci Henri pour toutes ces explications. On a mis, parce qu'on ne peut pas trop s'attarder, il y a Daniel qui attend après et des personnes qui se sont connectées uniquement par rapport aux questions sur la banque. Donc, en ce qui concerne Revolut, nous avons déjà eu un aperçu qui était plus que large. S'il vous plaît, donc vous avez dans le chat les coordonnées d'Ayala, qui d'ailleurs s'est connectée. Vous avez son adresse email et toutes les questions que vous aurez, vous pourrez les lui adresser et une réponse vous sera apportée. Les coordonnées Voilà. Maintenant, en tout cas, merci Henri. On va passer, si c'est possible, merci à Daniel. Mon fils, il m'envoie de temps en temps 200-300. Merci de fermer vos micros. Voilà. Daniel, est-ce que tu es parmi nous? Alors, où est notre ami Daniel? Voilà. Tu me vois? Ça va, c'est bon? Voilà, c'est parfait. Moi, en tout cas, je t'entends. Je ne te vois pas, mais je t'entends. Oui, oui. Moi, je me vois. C'est Parfait. bon? Parfait. Alors, très bien. On t'entend. On y va? Allez, on y va. On y va. Alors d'abord, comme il est marqué dans le Talmud, je voudrais remercier l'invitante, c'est-à-dire Patricia Assoum, et qui a organisé donc ce Zoom. Il faut dire que s'il n'y a que quelques jours la semaine dernière où Patricia m'a parlé de cette idée-là, et c'est incroyable. Moi, je ne connais pas un Zoom qui a récemment bien réussi. Je crois qu'on est à plus de 130 participants présents, sans compter ceux qui vont avoir l'enregistrement. Et donc, c'est vraiment un succès. Je dois dire qu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans Hadash, c'est qu'elle collabore avec Qualita. C'est-à-dire, moi, je suis conseiller économique et financier à Qualita, et j'ai vu que dans les diverses activités que nous avons faites, des fois, nous allons en dehors de Jérusalem,
et là-bas que je l'ai rencontrée, dont le but est uniquement, comme elle l'a dit en présentation, d'aider les Olim Hadashim dans un but non lucratif, et il n'y a que Dieu qui pourra la remercier. C'est vraiment formidable, et je tiens à dire que c'est ça que j'aime, que une collaboration comme ça, et qui n'a qu'un but que pour aider les Olim à faire leur aliyah, et surtout, je crois que c'est notre but, et à Kalita et à vous, qui restent ici, pas qu'ils soient obligés de repartir, et qu'on arrive à trouver, comme vous l'avez dit, de l'emploi, à leur résoudre leurs problèmes financiers ou autres, toutes les autres choses. Et donc, c'est ce que je tenais à dire en particulier. Comme j'ai dit la phrase toujours, je suis ici, donc conseiller économique et financier à Kalita. Une de mes chefs de service s'appelle donc Ayala Bloom, dont vous avez donné les coordonnées. Elle est une chef, donc comme je dis, ma chef de service. Donc, ce service s'appelle le Centre des droits. Je profite de cette plateforme pour dire que c'est pas uniquement pour les questions économiques et financières qu'on aide dans notre centre des droits, mais également tout ce qui est bitoire loumi, c'est-à-dire assistance sociale, tout ce qui est la santé, des choses comme ça, les problèmes d'avocats et autres, tout ça on a dans notre groupe. Kalita, de façon plus générale, a également un service qui aide pour l'emploi et également dans tout Israël des bénévoles qui aident dans tous les sujets par notre qui s'appelle Kalitime, c'est comme le centre des droits mais c'est un autre nom, qui est surtout pour tout Israël et ça va même jusqu'à accompagner des gens chez les médecins à l'hôpital. C'est vraiment extraordinaire tout ce qu'on fait, à part bien entendu ce que vous avez rappelé au début, les médias, c'est-à-dire la radio et le journal Actualité Juive. Et donc c'est très important. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai sauté sur l'occasion de faire cette plateforme, parce que, et on va en parler, ce qui me navre le plus, ce qui m'afflige le plus, c'est que des gens sont montés en Israël et ont été mal conseillés, ont été mal orientés et, pour pas dire le mot arnaqués même des fois. Et donc, et c'est que plus tard qu'ils s'adressent à moi et ça m'afflige parce que des fois même ça a pu poser des problèmes de santé, voire même des gens qui sont revenus à cause de ça en France. Et donc, c'est un appel que je lance ici, que je profite toujours, que n'hésitez pas. On essaye énormément d'aller vers les futurs Olim, dans des salons et des choses comme ça, à poser des questions et donc, et toujours on répondra et le plus rapidement possible. Donc ça, c'était comme introduction que je voulais dire. C'est intéressant, le premier sujet que je voulais apporter et qui était comment choisir sa banque, c'est lié avec ce qu'a dit Henri. Je voudrais ici remercier d'ailleurs que tout de suite, lorsque je vais parler de ça, et comme il a dit, il est tout à fait bénévole également, c'est quelqu'un qui n'a que l'intérêt du public en lui et qui a voulu accepter de clarifier, comme vous avez vu qu'il y a énormément de questions. Et je pense, en fait, il l'a expliqué. Il y a des gens à qui la carte Revolus ne peut pas correspondre et des gens à qui, d'ailleurs, la loi ne permet pas de correspondre, comme il a dit lui-même. Et donc, lorsque il s'agit donc d'envoyer, avant même de choisir sa banque, je voulais parler de la chose suivante, parce que c'est énormément de questions qui me sont posées sur les virements de fonds de France en Israël et en n'ayant pas de compte bancaire en Israël. C'est un secret pour personne que lorsqu'il y a eu les résultats de législatives en France et la peur que Mélenchon vienne au pouvoir, j'ai eu moi beaucoup d'appels en tout cas c'était peut-être pas des alliés de cœur physique, mais des alliés pour leur argent, parce que les gens se disaient on va venir peut-être en Israël, on a déjà la famille, et on voulait savoir si c'est possible d'envoyer, bien sûr de façon légale, et la meilleure façon d'envoyer de l'argent de France en Israël. Alors, il y a un produit est tout à fait légal que peu de francophones malheureusement connaissent et même les Israéliens ne savent pas souvent cette possibilité. C'est ce qu'on appelle les polices d'épargne. En hébreu, le mot polissa trisachon. C'est quoi? En fait, ça correspond à ce qu'en France on appelle l'assurance vie. En Israël, lorsqu'on appelle assurance vie, il faut faire très attention en hébreu, bitua chaim, cela n'a rien à voir. L'assurance vie en tant que bitua chaim en Israël a le mot assurance. C'est-à-dire que il y a des cas, il y a des contrats où si on a un certain âge, on reçoit que 50% de la somme qui a été mise et même si on dépasse un certain âge, des fois on perd tout. Et donc, ce n'est pas le même produit qu'on parle ici. Je parle ici d'un produit qui s'appelle donc police d'épargne qui n'a rien d'assurance. Et
Ce produit-là, il a été développé en Israël, je pense plutôt depuis les années des années 2000, et il fait beaucoup concurrence en Israël aussi à tous les autres produits financiers parce qu'il est favorablement imposé. Il a des aménagements fiscaux. Pourquoi? Parce qu'au début, ceux qui géraient ça appartenait au ministère des Finances. Maintenant, c'est une autorité indépendante. Vous savez, il y a de la politique en Israël, et donc et c'est pour ça que ce produit a eu des avantages que je vais immédiatement parler. C'est un produit, il faut le dire, qui peut être ouvert même à des gens qui sont touristes, qui ne sont pas israéliens, donc qui ont qu'un passeport comme pièce d'identité. Deuxièmement, donc c'est la chose, et aussi à des gens qui n'ont pas de compte ici. Donc c'est le segment qui peut intéresser ces gens-là. Donc, de quoi il s'agit? Donc, comme je l'ai dit, c'est un produit d'assurance vie. C'est en Israël, c'est géré par les compagnies d'assurance. Maintenant, il faut le savoir que pas toutes les compagnies d'assurance n'ont envie de s'embêter avec des choses qui se passent à l'étranger. Et donc, il y a des compagnies qui font ces polices d'épargne qui, elles, ne permettent pas à des gens qui ne sont pas israéliens de les ouvrir. Et donc, il y a en Israël, ce produit-là est distribué par les assureurs parce que les compagnies d'assurance ne veulent pas être face au public et pour ça, ils payent des assureurs pour ça. La personne qui ouvre un compte d'épargne, cette police d'épargne, n'a rien à débourser. Tout est gratuit. C'est pris par la compagnie d'assurance. J'expliquerai après comment la compagnie d'assurance reçoit de l'argent. Donc, on peut donc ouvrir, parlons de cas, un Français, il est à Paris, à Marseille, n'importe où il soit, et il veut ouvrir ses polices d'épargne. Il peut s'adresse, il peut s'adresser à quelqu'un, moi je pourrais le coordonner d'assureurs francophones qui s'occupent de ça, et il lui sera ouvert une police d'épargne. Alors, premièrement, puisqu'on a beaucoup parlé à Henri, les problèmes de ce qu'on appelle le blanchiment d'argent. Comme vous savez, depuis les années 2000, Israël a été mis dans l'obligation de faire, point de vue de tout ce qui finance, les lois internationales du blanchiment d'argent. C'est aussi le problème pour lequel il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de Revolut. Il y a sur ces compagnies-là, également en Israël, un contrôle, point de vue du blanchiment d'argent. Mais pour des raisons politiques, il est beaucoup moins fort que celui qui est pour les bancaires. Et d'après ce qu'on m'a dit, à la différence, par exemple, de ce qui se passe au niveau lorsqu'on ouvre un compte ici en Israël, lorsqu'on est touriste ou français même, ce n'est pas déclaré immédiatement à la France. Lorsqu'il y a l'argent sera retiré de cette épargne, oui, mais au niveau de l'ouverture et d'envoi de fonds là-bas, ce n'est pas déclaré à l'administration fiscale. Maintenant, quel est l'intérêt? Puisqu'on a beaucoup parlé de commissions et de choses comme ça. Lorsque vous envoyez 100 000 euros donc par ce moyen-là, par exemple, un exemple, alors à ce moment-là, c'est envoyé en Israël à exactement ça. C'est-à-dire, disons qu'aujourd'hui, l'euro s'échange à 3,78, vous aurez 378 000 shekels. Pas une commission de shekels. Ils n'ont pas le droit, la loi interdit de prendre à ces polices d'épargne de l'argent pour recevoir de l'argent de l'étranger. Et ils sont obligés de le faire exactement au taux officiel. Le jour où ils reçoivent l'argent, immédiatement, ils changent l'argent, ils le font au taux officiel, ils gardent la preuve de la minute où ils ont eu la chose pour pouvoir pas avoir après des réclamations que ça a augmenté ou baissé. Là-dessus, ils n'ont pas le droit de jouer. On considère que d'habitude, envoyer de l'argent de France en Israël, disons pas par la carte Revolut, mais de son compte bancaire en France à celui en Israël, en comptant les différentes coefficients de change et également le taux de change bancaire qui est souvent 1% de moins que le taux officiel, on a entre 1,5 et 2% de différence déjà au départ entre des sommes qui sont versées dans une police d'épargne et une somme qui sont dans un compte bancaire. Donc, c'est important de le souligner puisque ça fait de l'économie dès le départ. Maintenant, comme je l'ai dit également, il y a le problème
nerveux, c'est-à-dire comme il a parlé Henri, lorsque en Israël vous devez faire venir de l'argent par Revolut, vous devez avertir votre banque que vous allez recevoir une grosse somme d'argent. Même d'ailleurs, des fois, ils font des problèmes quand c'est des petites sommes d'argent. Dans notre cas, à nous, de police d'épargne, il n'y a absolument il y a beaucoup moins de problèmes pour les raisons que j'ai dit que la législation sur les blanchiments d'argent est beaucoup moins fort. Mais donc ça, c'est une chose. Et en plus, moi j'ai fait, des fois les gens ont fait passer des millions d'euros de cette façon-là. Ça a mis quelques jours, mais voire semaines, parce que c'était une énorme somme. Mais ça aurait été beaucoup, beaucoup plus compliqué et ils auraient demandé beaucoup plus de papiers dans le cas du système bancaire. Maintenant, je voudrais en même temps avertir ici que lorsque les gens ont envoyé de l'argent en Israël, il y a même des années, dans une banque, j'ai eu un cas qu'il avait envoyé normalement, cette personne-là, et c'était une grosse somme, 1 million d'euros, je crois. Il n'y avait eu aucun problème. Je parle d'un il y a 5 ans. Et elle m'appelle l'année dernière en disant, voilà, maintenant, j'ai voulu acheter un appartement. Donc, j'ai dit à la banque, c'était en l'occurrence à Poalim. Des fois, je leur ai dit non, de toute façon, il y a toujours des problèmes pratiquement dans toutes les banques. Et ils lui ont dit, non, on va pas te laisser sortir ton argent parce qu'il faut que tu me prouves maintenant qu'il est cachère. Elle a dit, il y a 5 ans, quand j'ai fait venir mon argent, vous ne m'avez rien demandé. Comment vous faites maintenant des histoires? Et ils lui ont demandé plein de paperasseries et elle était malade physiquement, de santé, de ça. À cause de ça, elle n'a même pas pu au début signer son appartement et elle n'en pouvait plus. Et elle s'est adressée à moi. Bon, moi, et finalement, des fois, ça arrive qu'on s'adresse à moi et quand on s'adresse, même j'interviens pas, les problèmes sont résolus. Le lendemain, elle m'a dit finalement, après que je vous ai parlé, le lendemain, tout était résolu. Je dis, c'est le mieux. C'est quand les gens s'adressent à moi et rien que le fait qu'ils m'en parlent, ça se résout. Mais pour vous dire que c'est des choses qui peuvent arriver dans les banques parce que les banques ont un cadre juridique et la Banque d'Israël dit de façon globale aux banques, il y a un problème de blanchiment d'argent, arrangez-vous pour que si moi je vous fais une enquête, vous n'ayez pas de problème, mais ils n'ont pas vraiment de règles générales. Et ça, c'est un problème. Les banques m'ont dit souvent parce que comme il y a un flou juridique, ça peut poser des problèmes à ce niveau-là, donc il faut se méfier à ça. Ça, c'est donc une première chose. Je voudrais encore dire 2 choses, puisque j'en ai parlé de ce police d'épargne. Quelque chose de très, très important, c'est qu'il permet, si on le veut, des ayants droit, c'est-à-dire dans le cas de décès des porteurs, ils peuvent dire à qui on veut, et dans ce cas-là, à la différence dans le cas d'une banque, où il faut attendre l'héritage, dans ce cas-là, immédiatement, quelques jours après le décès, l'argent est versé aux ayants droit. Donc, c'est important. Il a des avantages fiscaux. Tant qu'on reste dans le produit, même si on change de circuit, alors, on n'est pas imposé. Maintenant, justement, puisqu'on parle de circuit, comment ces banques, ces compagnies d'assurance vivent? Puisque j'ai dit qu'ils prennent tout à leur charge. Ils prennent ce qu'on appelle des frais de gestion suivant la somme qui est donnée pourquoi ils prennent ces frais de gestion? Parce que ils gèrent l'argent suivant les circuits que les gens choisissent. Et ils le choisissent souvent avec le conseil ou les recommandations de l'assureur. Ça peut être des choses les moins volatiles, ce qu'on appelle maintenant Kaspi-Chikli, ça donne autour de 4% en ce moment, plus ou moins le truc de la Banque d'Israël, moins bien entendu les frais de gestion qui sont pris jusqu'à 1% par ces compagnies-là, et ça peut aller jusqu'à des obligations, c'est un peu mieux, ou des actions, bien entendu, plus vous allez dans d'autres produits, plus vous avez une possibilité de choses qui soient volatiles. Donc, je pense que je l'ai dit concernant ce produit-là, les choses les plus importantes. Maintenant, une deuxième échelon. Il y a, à cause justement, à mon avis, de ce qui s'est passé en France, la dissolution, les banques en Israël qui sont plus vers le public francophone, je connais en tout cas le Discount et la Mizrahi, ont décidé de pouvoir permettre aux gens qui ne sont pas en Israël de pouvoir, s'ils le veulent, ouvrir un compte donc dans ces banques en Israël, bien qu'ils ne soient pas présents. Or, vous pensez bien qu'il y a des lois, comme je l'ai dit, de blanchiment d'argent, et donc il y a de la part un problème d'identification. Et donc cette personne-là qui veut s'ouvrir un compte en Israël bancaire
doit faire une identification en France avec un notaire. Donc, il y a un coût à ça. En plus, empiriquement, ce que j'ai vu, c'est que les gens qui se sont adressés à ça, la banque leur a expliqué qu'ils font ça que s'il y a une certaine somme et qu'ils demandent de bloquer une certaine somme. Donc, c'est beaucoup moins, je veux dire, pratiquement intéressant que ce que j'ai parlé du compte d'épargne, parce que le compte d'épargne dont j'ai parlé, peut-être je l'ai pas assez dit, il n'a pas, d'abord, il n'a pas de plafond, on peut faire tout ce qu'on veut. Il y a un minimum qu'il demande pour ce genre de transaction par rapport à ce qu'on a dit. Maintenant, il est, je l'avais oublié de le dire dans le cas des polices d'épargne, là-bas, c'est quelque chose qui est liquide. La loi demande à ce que cet argent soit considéré comme disponible. Et donc, théoriquement, quelqu'un pourrait, après, quand il a besoin, prendre une ou tout argent. D'ailleurs, il peut demander, puisque je reparle des polices d'épargne, avoir une rente par mois qui soit versée sur un compte au cas où il en est. Mais la différence, si vous dites en ces deux produits, je vais encore bien dire, la police d'épargne, on peut pas avec ça payer quelque chose. C'est quelque chose qui est fait surtout pour épargner, et c'est dans cette idée-là qu'on ouvre un compte d'épargne. Donc, encore une fois, c'est quelque chose d'autre que ouvrir un compte bancaire. Maintenant, concernant la question qu'on a demandé, comment choisir sa banque? D'abord, comme il a dit Henri par rapport à la France, en Israël aussi, la banque postale, en tout cas jusqu'à ces derniers temps, quand elle n'était pas privatisée, marchait très très mal. Elle était faite pour les gens qui ne pouvaient pas faire autrement, qui étaient interdits dans les autres banques. Il y a une autre banque qui s'appelle la banque digitale, comme vous avez les banques Revoluto aussi, ça existe en Israël, One Zero, mais elle n'a pas eu le succès escompté, elle est assez chère d'ailleurs. Et en vérité, elle n'a pas eu le succès parce qu'en vérité, les banques anciennes comme Leumi ou autres avaient aussi des filiales, une possibilité de digital complet. Donc, ça n'a pas été vraiment une révolution. Et personnellement, quand je dis personnellement, ça veut dire la presse financière objective n'encourage pas les gens à aller dans cette banque qui s'appelle la banque One Zero. Alors, comment choisir de façon globale sa banque? Alors, disons pour les gens qui ne comprennent pas l'hébreu ou en tout cas qui sont très liés après avec la France, il faut trouver des banques qui ont ce qu'on appelle des succursales dédiées pour justement ce genre de problème. Je sais par exemple que la Discount Mizrahi ont des banques qui sont spécialisées pour les francophones. Je sais que la banque Leumi le fait aussi. Et quel est l'intérêt de ces banques-là? C'est que ils permettent d'abord, ils ont souvent quelqu'un qui est francophone que vous avez en face de vous, vous pouvez poser des questions, et ils connaissent surtout ce problème de devoir recevoir de l'argent de l'étranger. Parce que dans beaucoup de banques, ils veulent pas, comme je vous dis, à cause des problèmes de blanchiment d'argent, avoir des problèmes avec des fonds qui viendraient de l'étranger. Dès qu'ils voient quelques euros ou dollars, n'importe quoi arriver d'étranger, ça leur fait des crises de nerfs. Et donc, c'est pour ça qu'il faut éviter ce genre de banque. Et si vous devez ouvrir un compte, demandez bien assurez-vous que ça soit un compte qui soit donc spécialisé pour les francophones. Et bien entendu, dans le service de qualité, j'oriente les gens, suivant où ils sont, dans les banques où il faut aller, c'est-à-dire, suivant mon expérience, je n'ai absolument aucun conflit d'intérêt. Ce qui m'intéresse, c'est les banques. Comme je le dis, dans toutes les banques, il peut y avoir des problèmes et on va malheureusement en parler. Disons que vous avez décidé maintenant d'ouvrir un compte en Israël à la banque. Il faut faire très attention à deux choses. D'abord, à ce que vous signez. Parce que j'ai eu un cas, par exemple, de quelqu'un qui avait un compte depuis longtemps, c'est à Natania, dans une banque, je ne sais plus laquelle. Il avait un compte à lui. Et comme il a dit en France, quand les enfants arrivaient à Bar Mitzvah, on ouvrait des comptes où on mettait de l'argent d'épargne. Et donc il a mis de l'argent de son fils qui voulait penser que quand il serait majeur, il l'aurait. Tout d'un coup, il a eu besoin de cet argent-là lui-même et il voulait aller à la banque. La banque lui a dit, je m'excuse, je peux pas. Tu as signé que, c'est vrai, tu n'as pas ouvert un compte particulier, mais tu as signé que c'était pour ton fils. Et donc, cet argent-là, tu peux pas y toucher. Même les Israéliens ne savaient pas ça. J'ai vu un cas d'épargne ouvert au nom des enfants et la banque a refusé, ils sont allés en justice, la banque a refusé d'ouvrir l'argent. Donc, ça, c'est une chose. Il faut savoir que les conditions de banque en Israël sont des fois différentes en ensemble et lisez ce qui est marqué. Maintenant, très important aussi, les banques, lorsqu'elles vous font signer des papiers, elles vous font signer ce qu'on appelle les conditions de banque. C'est-à-dire combien va vous coûter les commissions, les opérations que vous allez faire, etc. J'ai eu un cas récent de quelqu'un qui avait
pas seulement un compte normal, mais elle leur avait dit la possibilité qu'elle aurait aussi des valeurs mobilières. Et c'était assez important. Et cette personne-là avait signé un contrat avec la banque que sur ce compte, elle aurait des commissions de l'ordre de 0,3%. C'était signé. Un compte ouvert en 2022, beaucoup d'argent là-bas. Et elle a remarqué très rapidement qu'on lui prenait 3 ou 4 fois plus que ce que la banque avait signé face à elle. Elle a dit de 2022 à 2024, ça s'est passé comme ça, et elle disait chaque fois à sa banquière, elle disait qu'il faudrait qu'elle s'adresse à la direction, etc. Elle n'en pouvait plus. Elle s'est adressée à moi en 2024, là maintenant, et j'ai vu les papiers, je lui ai dit, vraiment, vous, c'est incroyable. Je lui ai fait écrire une lettre à la direction de la Banque Mizrahi avec copie à la Banque d'Israël, parce que c'est du vol. À partir du moment où vous vous engagez face aux clients à prendre de l'argent et vous en prenez plus, ça s'appelle du vol, c'est très, très grave. Elle lui a envoyé, elle m'a dit le soir même, elle a eu un téléphone de la banquière qui lui souffrait-elle depuis 2 ans. Elle était ébranlée, elle a dit, tu te rends compte que tu as fait, tu vas écrire avec copie à la Banque d'Israël. Elle a dit, mais écoute, depuis 2 ans, je t'en parle et j'y arrive pas, vous me devez des milliers de shekels. Et en plus, je lui ai fait écrire, demandez aussi avec indexation. Eh ben, elle a reçu la semaine même tout l'argent qu'il lui devait avec une compensation financière, tellement qu'ils ont eu peur. Donc, c'est pour ça que je vous dis, n'attendez pas d'abord vérifier, mais n'attendez pas quand des choses vous semblent normales. Si vous n'arrivez pas à avoir satisfaction, de s'adresser à moi. Soit, des fois, j'ai des entrées dans les banques, soit je vous faire une lettre pour la banque, et vous verrez que si vous êtes dans votre droit, les choses sont rapidement résolues. Maintenant, puisqu'on a parlé de police d'épargne et de ce qu'on appelle les ayants droit, je voudrais dire que il faut faire très attention. Lorsqu'on signe, lorsqu'on ouvre un compte en Israël, surtout dans les anciens cas, il n'y avait pas obligatoirement marqué le mot Arifut Yamin. Et donc, dans ce cas-là, lorsque un des deux conjoints venait à décéder, l'autre se trouvait complètement bloqué, même pas ou à 50%, mais même des fois plus que ça. Et il y a eu énormément de plaintes à la Banque d'Israël à ce sujet-là. Et la Banque d'Israël a demandé aux banques, d'inviter tout le monde, de convoquer tout le monde qui n'aurait pas signé la possibilité de Arifut Yamin, qui veut dire que le compte continue normalement lorsque l'un des deux malheureusement décède, pour justement leur dire, vous savez que vous n'avez pas signé comme ça, alors il peut y avoir ce problème. Et donc, il faut absolument vérifier, surtout pour les anciens contrats, mais même ne vous fiez jamais à la banque. Ne vous fiez jamais ni à ce qu'ils vérifient ou à ce qu'ils vous disent. Vous devez vous vérifier au moment de l'ouverture des comptes. On reçoit souvent des lettres de la banque où il y a marqué en hébreu « Taout l'olam chazeret ». Ça veut dire, la banque dit, nous, on peut faire des erreurs, c'est à vous de vérifier. Ne comptez pas ni sur la banque, ni sur le contrôle des banques ou d'Israël pour faire votre travail. C'est vous le premier qui doit faire. Je veux pas vous effrayer et je parle pas de cas il faut généraux. Je dis pas que ça arrive tout le temps, mais je dis faites très attention parce que la presse israélienne fait même écho de choses qui sont dramatiques, de vols qui sont constatés sur les comptes des clients. Et ça, il y en a un, par exemple, c'était des années. Une dame, elle avait mis 50 millions de shekels, son mari, il était mort, et un banquier lui avait tout pris. Elle est venue un jour à banque et on lui a dit, tu as plus d'argent, tu dois seulement de l'argent, t'es même en découvert. Et bien sûr, elle s'est plainte et elle a eu gain de cause. Mais pour vous dire, c'est à vous de faire attention. Faites aussi attention. J'ai eu des cas qui m'ont dit, vous avez une carte de crédit et vous faites donc vos achats avec la carte de crédit. Et vous avez fait un achat, vous savez, aujourd'hui de 100 shekels avec la carte de crédit. Et tout d'un coup, à la banque, vous voyez que la banque, elle a débité plus que ce que vous avez acheté. Disons, c'était une différence de 50 shekels. Vous savez que ça coûtait 100, vous avez la preuve, et vous voyez que de la banque, il y a eu 50 shekels en plus qui sont arrivés. Il m'a dit, cette personne-là, qui s'est plaint à la banque, qu'elle a un très bon service, en l'occurrence, et les banquiers étaient incapables de dire comment ça se fait qu'il y avait un bug, apparemment un problème, et ça a duré plusieurs jours avant que ça soit résolu, qu'il y a une différence entre ce que les cartes de crédit ont débité et ce que la personne a été débitée. Donc, faites très attention à ça, à chaque chose. Je dis aux gens, vous devez vérifier quotidiennement votre compte
que tout est bien, point de vue bien entendu, comme je n'ai parlé des commissions, mais point de vue de ce qui se passe, pour ne pas après avoir des problèmes. Et sachez que c'est des gens qui viennent après se plaindre, demander des questions, que après les banquiers ne feront rien de mal parce qu'ils savent que cette personne, elle fait attention. Quand je parle de carte de crédit, je dois le dire aussi qu'il faut faire très très attention. C'est comme dans le monde entier. Souvent, il y a des gens qui utilisent votre carte. J'ai même eu d'ailleurs un cas de quelqu'un qui s'est plaint. Elle m'a dit que même ma carte n'était pas de crédit, une carte bancaire. Elle était à la maison, quelqu'un a utilisé, je sais pas comment il a pu faire, sa carte pour retirer de l'argent dans une banque, alors qu'elle était elle-même à la maison. Elle s'est plainte. La France lui a remboursé, mais elle m'a dit que la banque en Israël a refusé de lui rembourser. Donc, il faut faire très attention. Maintenant, dans les cartes de crédit, j'ai eu, par exemple, une jeune étudiante qui était venue en Israël, qui m'a dit, voilà, j'ai reçu l'argent du ministère d'Aklita, dans le ministère de la Création, qui me payait pour 1 an mes études. Le soir même, l'argent avait été entièrement pris par la Suisse. Quelqu'un lui était monté sur sa carte de crédit, lui avait enlevé tout son argent. Et donc, elle m'avait demandé comment faire. Il faut, bien entendu, téléphoner immédiatement à la carte de crédit, etc. Ou quelqu'un qui a ce problème, qu'il n'hésite pas immédiatement à Kalita à me prévenir. Et donc, moi, je lui dirais dans chaque cas comment agir pour retrouver son argent. Enfin, quand on parle aussi des banques, il faut aussi regarder, lorsque vous faites des ordres de banque, faites très attention que les ordres soient exécutés exactement comme vous avez demandé. Ça m'est arrivé à moi-même. À un moment donné, je voyais qu'un tiers des ordres que je donnais dans toutes sortes de choses n'étaient pas faits comme je l'avais demandé, alors que j'avais signé dessus et même après parlé oralement. Pourquoi? Parce que souvent, ça peut arriver, je ne sais pas combien de fois, mais ça peut arriver que les banquiers sont un peu nonchalants et ne fassent pas ce que vous demandez. Donc, il faut absolument vérifier chaque ordre que vous avez donné pour ne pas après avoir des problèmes. Alors, donc ça c'était gestion du compte, et j'espère avoir été assez précis. Maintenant, lorsqu'on a un compte, j'ai aussi beaucoup de questions sur les emprunts, parce que c'est une des choses que les gens ont malheureusement besoin, soit ils sont en découvert, soit ils ont dû emprunter. Alors, il faut savoir que d'abord, tout Israélien a une note. Ça a été fait depuis les années, je crois, 2019, pour permettre aux organismes qui ne sont pas des banques de pouvoir donner du crédit aux particuliers. L'idée était de faire baisser les taux du crédit, mais la concurrence dans ce domaine-là est très très faible. Les banques restent la plupart des fournisseurs de crédit et à un taux très très élevé. Je peux vous dire que à l'heure actuelle, j'ai vu des découvertes jusqu'à 20% qui demandent pour la partie la plus haute. Et souvent, on considère qu'un prêt à la banque, c'est de l'ordre, en moyenne, la Banque d'Israël publie les chiffres, c'est au 10-12%. C'est très, très important. Et maintenant, la plupart, c'est ce qu'on appelle prime plus 1%. À l'heure actuelle, c'est à peu près 7%. Donc, c'est assez important comme taux d'intérêt. Bien entendu, même plus de double de ce que est l'inflation. Maintenant, ce qu'il faut savoir à ce niveau des prêts, c'est que les banques de plus en plus acceptent de prêter à des très très longs termes. Il y a des banques jusqu'à 18 ans. Par exemple, la banque GAF, je sais, prête jusqu'à 18 ans une somme de 200 000 shekels. Jusqu'à 200 000 shekels, c'est important parce que ça permet de moins peser sur la trésorerie. Maintenant, vous savez très bien, surtout pour les gens qui veulent acheter des appartements, bien que ça peut servir aussi à autre chose, on a le système en Israël des prêts hypothécaires qu'on appelle en hébreu mashkanta. Et il faut savoir que souvent, prendre une mashkanta peut revenir beaucoup plus cher qu'un prix à la consommation parce que la façon dont on calcule les intérêts ne sont pas les mêmes. Il faut voir l'échéancier dans chaque cas. Je voudrais aussi, puisque je parle de mashkanta, dire que ces derniers temps, je reçois beaucoup de olim qui ont été orientés, je ne sais pas comment, vers des yoatzim mashkanta, des conseillers mashkanta qui mêlent l'incompétence à malhonnêteté. Ils prennent beaucoup d'argent, des fois des femmes, j'ai entendu jusqu'à 50 000 shekels, et ils ne font pas leur travail, et ils leur disent tout faux des choses qui sont fausses. Et c'est navrant et affligeant, c'est pour ça je fais un appel encore ici de ne pas hésiter à faire appel à nous. Encore une fois, j'ai pas de conflit d'intérêt avec aucune
aucun des gens avec qui je donne. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il peut y avoir des erreurs, ça arrive chez tout le monde. Croyez-moi que dans ce cas-là, j'interviens et j'ai des effets de levier pour résoudre ce problème. Je voudrais dire quand même, parce que j'ai aussi, quand on parle de prêts, il faut le savoir qu'il y a un fonds qui est pour les francophones, surtout pour les familles, qui est assez limité en argent, mais s'appelle Hogan. Et là aussi, il y a un fonds Elul dont on parle là-bas, qui est bien sûr des prêts sans intérêt, c'est que c'est prêts sans intérêt. Et il y a également, j'ai entendu à Jérusalem, par exemple, ce qu'on appelle les Gmar, c'est aussi, on donne une certaine somme qui correspond à ce que la carte de crédit permet de donner et sans aucun intérêt. Ça peut être intéressant, surtout pour les gens qui sont à court. Il y a aussi, Hogan a fait ce qu'on appelle Spark, et là, surtout pendant le moment de la guerre, elle en fait souvent ça, de pouvoir permettre à des entreprises et autres de pouvoir avoir des emprunts. Et il faut savoir que il y a des gens qui sont, surtout pour les Olim dans les 10 ans, qui peuvent avoir des conseils à ce niveau-là gratuits de conseils financiers. Et donc, aussi, vous pouvez sans problème s'adresser à moi et je vous orienterai vers là où ça sera votre besoin. Dernière chose que je voudrais, c'est aussi des choses que j'aime bien parler, de mes hobbies, parler au niveau des investissements. En Israël, malheureusement, par rapport à ce qu'il a parlé Henri, de comptes monétaires qui permettraient d'avoir des intérêts, les banques ne donnent pas très peu, en tout cas, d'intérêt sur les comptes courants. C'est vraiment, s'ils en donnent, c'est sur des sommes très, très faibles et un taux extrêmement faible. Qu'est-ce que font les banques? Et c'est leur intérêt. Elles disent au public, quand elles voient qu'ils ont de l'argent sur le compte, vous savez que vous pouvez mettre votre argent dans des comptes à terme. En hébreu, picadon. Quel est le problème? C'est que souvent, quand on veut avoir un intérêt convenable au-dessus de l'inflation, il faut bloquer l'argent 1 an. Et il faut savoir que si on a besoin de cet argent avant 1 an, alors dans ce cas-là, c'est pas possible de prendre, sinon on a des pénalités. Je voudrais dire d'ailleurs, ça me fait penser que quand j'ai parlé des choses que font les banques, très souvent, pourquoi je dis vérifier, les banques souvent font des opérations sur leurs clients sans leur demander de leur avis. J'ai eu plusieurs cas de personnes, par exemple, qui avaient des euros, à qui la banque a bloqué l'euro pendant 1 an sans lui demander la permission. Et après, lorsque cette personne a eu besoin des euros, au début, ils lui ont fait des pénalités. Et je suis intervenu, j'ai conseillé la personne et j'ai réussi, bien entendu, à retrouver à récupérer l'argent qui leur avait été indûment pris. Mais pour vous dire que même ça, il faut faire très, très attention des opérations sur votre compte sans votre permission. Pour revenir à ce que j'ai dit, point de vue de l'épargne, le problème donc des dépôts à terme dans les banques, à moins que vous les fermiez 1 an, ne donne pas tellement de taux d'intérêt. Disons, si vous fermez 2-3 mois, peut-être vous trouverez 3%, 2-3%. Je parle de ce qui est officiellement publié par la Banque d'Israël. Alors, il faut savoir que en Israël, il y a ce qu'on appelle les caspites. J'en ai parlé par rapport j'ai dit un mot lorsque j'ai parlé des fonds, des polices d'épargne. Maintenant, au niveau des gens maintenant des comptes courants, qu'est-ce que c'est une caspite? C'est de l'argent qui est géré par une SICAV, qui est géré donc par des maisons d'investissement. Je crois qu'il y en a 25 à ce moment-là. Dans quoi ils placent l'argent? Ils placent l'argent, la plupart, dans les obligations que la Banque d'Israël met jusqu'à 1 an, ce qu'on appelle en hébreu makam. Donc c'est de l'argent qui a aucun risque. Et la Banque d'Israël vend ses obligations justement pour accompagner sa politique monétaire. Maintenant, une partie de l'argent, ça peut être aussi dans une obligation d'État, une toute petite partie jusqu'à 3 mois, des prêts à 3 mois, dans des boîtes qui sont cotées au moins ce qu'on appelle AA. Par exemple, les grandes boîtes d'assurance, à Phoenix, Azriel, enfin des boîtes que c'est pas demain la veille qui vont faire faillite, surtout pas dans les 3 mois. Et ça leur permet d'avoir des fois un peu mieux que la Banque d'Israël parce que ces prêts-là, ils sont autour de 5 à 5,25, donc c'est mieux que 4,5 que donne la Banque d'Israël. Et quel est l'intérêt donc de ces caspillotes? Ils sont donc complètement sur point de vue placement. Plus ou moins, leur objectif, n'ont pas le droit de vous dire
de vous dire un chiffre comme dans le cadre des dépôts, mais eux, ils vous disent, nous, notre objectif, c'est plus ou moins ce que fait le taux de la Banque d'Israël. Donc, à l'heure actuelle, c'est entre 4 et 4,5%. Maintenant, ils ont un intérêt, point de vue fiscal aussi. Dans le cas de Picadon, vous avez donc, prenons le cas, vous mettez 100 000 shekels, vous avez à la fin de l'année, en le bloquant un an, vous aurez 4 000 shekels, disons, et là-dessus, vous devez payer à la source 600 shekels, puisque c'est les 15% que vous êtes pris sur les intérêts. Dans le cas d'une Caspide, a priori, c'est plus puisque c'est 25%, mais uniquement sur le bénéfice qui est au-dessus de l'inflation. Étant donné que l'inflation sera à peu près 3%, quand vous avez un bénéfice de 4, donc vous n'imposez que sur la partie au-dessus de l'inflation, en l'occurrence 1% en l'heure actuelle. Donc 25% sur 1%. Donc pour nous, ça nous ferait, au lieu de 600 shekels, ça ferait payer 250 par an. Vous imaginez bien que plus la somme est importante, plus le gain de l'impôt est important. Bien entendu, c'est aussi quelque chose qui est liquide du dimanche au jeudi, que vous pouvez en acheter, vous pouvez en vendre. Vous n'avez aucune commission à l'achat, aucune commission à la vente, et les banques, à la différence des autres valeurs mobilières, n'ont pas le droit de prendre des droits de garde dessus. Donc c'est comme si vous aviez en fait un compte courant rémunéré, absolument libre complètement, disponible chaque jour, liquide chaque jour. Lorsque vous donnez un ordre, c'est effectué maximum le lendemain. Vous faites dimanche, lundi vous aurez l'argent de nouveau sur le compte. Et donc c'est quelque chose de très flexible. Ça, jusqu'à ce dernier mois, c'était que les Israéliens se sont jetés dessus depuis 2-3 ans. Il y en a 140 milliards, alors qu'il y avait 16 milliards il y a seulement en 2022, à cause du taux de la Banque d'Israël, qui pourrait baisser en 2025, d'ailleurs on l'espère, mais même si ça baisse, ça restera quand même, d'après la plupart des économistes, un produit très attractif, même si c'est pas 4,5, peut-être on sera 3,5 à 4. De toute façon, ça sera un bon investissement. Parfait, merci beaucoup en tout cas. Merci Daniel. Je ne pensais pas que nous aurions autant de monde qui resterait jusqu'au bout, ce qui veut dire que toutes ces explications sont intéressantes. Je dois dire que pendant que tu parlais, je dois aussi remercier notre ami qui répond au fur et à mesure déjà aux questions de Revolut. Donc Henri, c'est magnifique. Je vois qu'il y a une synchronisation parfaite. Donc, ceux qui sont restés branchés sur Revolut, ils ont leur réponse. Et les autres, ils ont switché avec toi sur la banque. Donc, du coup, dans tout ce chat-là, il nous a hypnotisés. Je vois qu'il y a quelqu'un. Alors, bon, moi, je ne sais pas si vous êtes tous complètement rentrés dans ce système bancaire. Toujours est-il que ce Zoom est enregistré. Donc, on va vous le partager. Ça vous permettra de le réécouter tranquillement. De plus, nous allons mettre un article sur H. Café qui reprendra les grandes lignes de cette conférence, vraiment les grandes lignes, et qui sera aussi, cet article sera partagé sur le site et sur la newsletter où il y a 8000 abonnés, ce qui n'est pas rien. Et évidemment, sur le site de Dor Hadash. Voilà. Alors, dans toutes ces explications qui ont été données sur les 5 ou 6 points qui ont été soulevés par Daniel, est-ce que, je ne sais pas par quoi commencer, est-ce qu'il y a quelque chose qui… Patricia, s'il te plaît. Oui. J'avais une petite question beaucoup plus humble, en fait, de ce qu'on vient de parler. Juste au niveau des retraites, est-ce qu'on peut les faire virer d'un compte français à un compte israélien sans passer par Revolut, sans passer par quelque chose de simple en fait, de faire de banque à banque, de banque française à banque israélienne. Personnellement, si vous me permettez, Daniel, je vais te dire juste quelque chose, parce que ça, moi, je ne suis pas une professionnelle de la banque, mais par contre, comme j'aide les Olim, je peux vous dire que ça a créé des complications terribles. Parce que dès que la personne ou les personnes retraitées ont voulu faire directement virer, ce qui est faisable, leur retraite de la France directement sur un compte israélien
en annulant donc le passage par le compte en banque français qu'elles avaient, elles sont restées des mois sans percevoir quoi que ce soit, parce que ça perturbait la caisse de retraite, en fait. Et après, pour rétablir le système, ça a été compliqué et les frais ont été très élevés. Donc, je vais laisser Daniel parler, mais personnellement, je peux vous dire qu'à chaque fois, ça a été un gros fiasco. Et est-ce qu'on peut à ce moment-là de prendre nos retraites et les faire virer directement sur le compte bancaire en Il y a Israël? cours ici. Oui. Pardon. Alors, Daniel, allez-y. Je peux y aller? Oui. D'abord, je vois beaucoup de questions qui est comment me joindre. Patricia, vous avez donné beaucoup de fois pendant les coordonnées de Aya Bloom, qui est ma chef de service, et les coordonnées professionnelles. Je veux que tous les demandes soient centralisées par Kalita, puisque je suis conseil économique et financier à Kalita. C'est très important pour votre défense à vous de savoir que je suis à travers une organisation. Et aussi pour moi, je veux chaque fois dire à qui j'ai reçu, qu'ils savent comment je fais. Je fais jamais de conseil particulier qui n'est pas par Kalita. D'accord? Maintenant, concernant la question, moi, en tout cas, je conseille souvent aux gens, effectivement, d'envoyer directement de leur case de retraite en Israël. Les gens qui ont fait ça m'ont pas dit qu'ils ont eu les problèmes que vous avez eus. Chaque fois, c'est un cas particulier. Votre intérêt aussi, je voulais dire aussi, j'ai eu beaucoup de cas, surtout après le 7 octobre, de gens qui m'ont dit que pour diverses raisons, les banques maintenant en France ne permettaient moins facilement de faire des virements en Israël que ce qu'ils permettaient de faire parce que soi-disant c'était de guerre, parce que des fois ils entendaient quelqu'un qui était en arabe en face d'eux. Je veux dire que c'était quelque chose qui, surtout dans le truc postal et autres, que c'est pour ça que moi je dis toujours c'est plus simple d'avoir son argent à côté de soi et de le recevoir directement, vu par l'empirisme je dirais, et aussi c'est point de vue psychologique et autres, c'est toujours plus facile et donc ça effectivement ça peut avoir des problèmes de commission et ça il faut voir face à la banque ici en Israël. Et une dernière chose, donner un IBAN, c'est-à-dire le RIB qui soit vrai. Il faut bien un papier officiel de la banque signé par la banque que des fois c'est des raisons pour lesquelles d'ailleurs c'est pas bien arrivé parce que la banque s'est trompée en Israël en donnant le numéro du IBAN. J'ai eu des cas comme ça. Bien. Oui, bonjour. Merci. Alors, quelqu'un vous posait une question, c'est ça? Oui, oui. Dans le chat, mais bon, allez-y. C'est Égal Cohen. Je voulais poser une question à Daniel. Oui. Oui, bonjour. Voilà, je voulais savoir pour des gens qui sont auto-entrepreneurs en France, quelle est la banque la plus adaptée pour ouvrir un OSEC Tour en Israël? Attendez. Il y a deux choses que vous demandez. Il y a un problème fiscal. D'ailleurs, dans notre centre de droit, nous avons quelqu'un qui est spécialiste dans la fiscalité qui répondra pour l'histoire de OSEC Tour. Point de vue de savoir qui est-ce qu'il est mieux pour ouvrir le compte, ce que je vous ai dit reste les critères, que ça soit une banque qui connaisse bien le système français. Et donc, ça aussi, je vous conseille de passer pareil à la Bloom. Là-bas, vous voyez, je parlerai directement à la personne, parce qu'il n'y a pas des fois des réponses automatiques. Ça dépend de chaque personne. Ce que je peux dire, là, je vais prendre la main. Monsieur Igal Cohen, vous pouvez, d'abord pour le statut d'auto-entrepreneur au SEC Patour en Israël, j'ai mis dernièrement un article et je vais vous l'envoyer avec les coordonnées de Yael Maroni, dont c'est le métier, mais qui s'occupera de vous si vous montez en Israël de façon tout à fait bénévole dans le cadre de son activité avec le Misrad Aklita, puisqu'elle accompagne les entrepreneurs à créer leur société. Et donc, ça vous permettra de mieux comprendre comment fonctionne la création d'entreprise. Et en ce qui concerne la banque, il n'y a pas de lien, peu importe le statut que vous avez, la banque continuera à s'occuper de vos comptes de la même façon. Enfin, si c'était cela votre question. Parce qu'en France, il y a des banques qui sont plus adaptées que d'autres. Donc, c'était ça, en fait, ma question. Est-ce qu'en Israël, on a des retours sur des banques plus adaptées ou non? Voilà. Chaque banque a normalement un service qui est pour les entrepreneurs qui est un peu différent de ce qu'ils donnent pour les particuliers.
D'accord, merci. J'aimerais aussi poser une question, si c'est encore possible. Euh, Daniel, vous avez parlé de Polycat Rizaran en donnant tous les avantages de cette sorte d'assurance vie, notamment qu'il n'y avait aucun frais de change. Mais alors, Oui. quels sont les inconvénients? Parce qu'on pourrait se dire, ben, on va mettre tout cet argent depuis la France pour changer les euros en shekels sans frais de change, et ensuite le sortir pour avoir des shekels sans avoir de frais de change. Est-ce que c'est bloqué? Quels sont les inconvénients? Puisque il ne Non. peut y avoir que des avantages. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez un compte en Israël ou pas? C'est-à-dire, où est-ce que vous mettrez les shekels? Dans un compte que vous auriez ouvert préalable? C'est ça que vous voulez dire? Je ne comprends pas votre question. Je suis actuellement en Israël et israélien, mais je peux, que ce soit de l'argent qui vienne de France ou qui vienne d'Israël, ma question est la même. Oui, je comprends. Alors, je vais vous dire d'abord, vous comprenez bien, il y a un problème, puisque eux, ils vivent de gestion. Donc, eux, ils voient dans un truc d'épargne. Même si pour la loi leur dit, ben, il a fait, vous faites venir l'argent le 17 décembre, vous voulez le prendre, vous aurez le droit. C'est pas éthique ou pas moral, puisque vous ça fait pour épargner. Il y a, j'en ai pas parlé, mais il y a d'autres façons, et même pas seulement Revolut, d'autres compagnies qui font des virements de France en Israël, qu'on a déjà un compte. Moi, je parlais des gens qui n'ont pas de compte. Et là-bas, ça coûte beaucoup moins cher que s'ils le font passer de façon normale. C'est-à-dire, d'après j'ai parlé avec quelqu'un la semaine dernière, ils font un taux pratiquement égal à celui de change officiel et ils prennent pas de commission. Donc, beaucoup moins cher que la banque. D'accord. Mais vous ne m'avez pas répondu. Quels sont les inconvénients de ces je vais vous dire. Eux, ils n'ont pas le droit d'assurer le capital, d'accord? C'est de l'argent qui est placé, je l'ai dit, d'accord? Donc, il peut y avoir des moments, et il y a des frais de gestion, il peut y avoir des moments où vous auriez l'impression virtuellement que vous avez perdu du capital. C'est arrivé dans des périodes très graves en 2023, si je me souviens bien, à cause d'un truc judiciaire en Israël. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il faut, c'est chacun selon qui il est, mais il faut le savoir ça, que le capital n'est pas garanti. C'est ça l'inconvénient. Très bien, je vous remercie. Bonjour, j'ai une question à vous poser. J'ai un appartement en Israël, il est loué. Je voudrais savoir s'il est possible de faire virer les loyers sur Revolut plutôt que sur un autre compte bancaire qui serait en Israël ou même en France. Enfin, en France, non, je n'y pense pas, mais donc le loyer serait viré sur le compte Revolut. Est-ce que ça a un intérêt particulier? Et inversement, si j'ai des frais, par exemple d'assurance à payer, est-ce que je peux facilement faire payer depuis mon compte Revolut à l'assureur comment on appelle ça? Mon contrat, voilà. Ils sont arrêtés de taper. Il y a juste un truc que j'ai pas saisi en fait. Votre appartement, il est où? Il est en Israël ou il est en France? Il est en Israël. Alors, vous pouvez payer, normalement, vous pouvez payer avec votre carte Revolut votre assurance habitation. Oui. Il n'y a pas de problème, Ouais. a priori. Dès lors que vous n'avez pas mis de limite sur les plafonds de paiement et D'accord. que vous préparez le change sur votre compte Revolut. On part, vous avez un compte en euros, vous avez opéré déjà une partie du change. Oui. Votre carte, vous donnez votre numéro de carte bancaire à votre société d'assurance, vous allez contacter votre représentant, vous donnez les numéros de carte Revolut. Moi, j'ai payé mon assurance auto, par exemple. D'accord. 5 000 shekels. Donc, a priori, il n'y a pas de problème. Il faut juste ne pas mettre de plafond et surtout préparer le change pour bénéficier du meilleur taux de change. Parce qu'en fait, si vous ne préparez pas le change, vous avez un compte Revolut, vous ne conservez que des euros. Vous n'avez pas préparé de change. Vous contactez votre assureur avec votre carte. Ils vont régler la somme. Dès lors que c'est couvert, vous avez un montant suffisant sur votre compte. On ne peut pas être dans le rouge avec Revolut. C'est un point qui est extrêmement important. On ne peut pas être dans le rouge. Si vous dépassez, il n'y a plus d'argent, il n'y aura pas de paiement. Vous avez la somme sur votre compte bancaire. Alors, à ce moment-là, ce que va faire Revolut, c'est qu'il va opérer le change au moment du paiement. Alors, il se peut que ce moment de paiement, ce n'est pas le moment le plus optimum pour obtenir le meilleur taux de change.
Donc, anticiper. Vous savez, par exemple, que d'ici 2 mois, vous allez payer vos assurances. Moi, je paye même mon Arnona et mon eau avec ma carte Revolut. Mais j'ai anticipé, c'est-à-dire que j'ai converti en avance les sommes qui couvrent mon besoin. Je vais au supermarché, j'achète mon pain avec le sans contact. Oui, donc ça revient à avoir en quelque sorte un double compte Revolut, un en Mais ça euros ne peut et pas un. être le compte principal. C'est tout, c'est ce que j'ai précisé dans ma Oui, oui, présentation. Ça ne peut pas être le compte principal parce qu'il y a des administrations sur lesquelles vous avez une d'accord, vérification de votre numéro d'identité. Là, pour l'assurance, ça pose pas de bon, problème. la compagnie d'électricité, c'est pas un problème. L'Arnona, c'est pas un problème. Si vous payez votre taxe sur les, vous avez acheté une voiture, là, ça sera un problème parce qu'en fait, vous avez une double vérification avec le numéro d'identité. Et en fait, c'est aussi un moyen d'identifier les personnes qui n'ont pas payé leur prune ou qui ont fait des délits routiers. Je comprends. Et réciproquement, recevoir sur ce compte Revolut le règlement mensuel du loyer en shekalim, c'est possible? Moi, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas. Je n'ai pas de recul. J'ai jamais vu des gens qui ont demandé à toucher directement sur Revolut dans ce sens-là. Ce serait pour abonder le compte hein, et ensuite éventuellement faire un placement. Non, non, je comprends. Je comprends. D'accord. Là, je ne sais pas. Je ne sais Bon. pas si c'est vraiment intéressant d'aller dans ce sens-là. Vous voyez, par exemple, quelles sont les contraintes juridiques? Demain, vous êtes en contentieux avec votre Locataire. locataire. Est-ce qu'on va vous dire, madame, vous n'avez pas pris le numéro de Théoudat Zéhout de votre locataire? Et donc, il y a un certain nombre de garanties parce qu'en fait, dans vos contrats aussi, vous avez tout un contexte juridique. Parce que vous pouvez bloquer, si vous avez demain une plainte vis-à-vis de Il est votre pointu le gars, hein. locataire, vous pouvez entamer des actions juridiques qui va bloquer son compte. Là, sur Revolut, c'est au petit bonheur, c'est vache te pousse, hein. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup. Hein, vos explications sont limpides. Voilà, Merci. merci. Bien, ben écoutez, je crois qu'on a eu deux très belles explications sur ces deux sujets très importants qui ont motivé énormément de personnes. Alors, Donc, peut-être que, on a eu qu'à dire qu'on peut virer notre retraite directement en narratif. s'il vous plaît, En point Revolut. s'il vous plaît, si vous pouvez fermer votre micro. Merci beaucoup. Voilà, peut-être vu l'heure maintenant tardive, alors je vais remercier et Henri et Daniel pour le temps qu'ils nous ont et qu'ils vous ont accordé, pour toutes les explications qu'ils nous ont données. Vous pourrez les joindre de façon pratique en envoyant un email à Ayala Bloom, qui transmettra aussi bien à l'un qu'à l'autre toutes vos questions sur ces deux sujets. Voilà. Merci à vous d'avoir participé aussi nombreux. Nous continuerons nos séries de webinaires et de conférences de façon régulière. Les sujets seront variés. Le prochain sera sur le Mechir Lamishtaken, c'est-à-dire comment postuler sur ce qu'on appelle la tombola en immobilier en Israël pour ceux qui justement souhaiteraient acheter et pensent ne pas pouvoir le faire. Voilà, donc merci encore. Excellente journée. Je vous enverrai le lien Zoom. Je vous enverrai le lien Zoom, excusez-moi, dès que ce dernier me sera envoyé par la structure elle-même. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. Bon, j'avais une question, s'il vous plaît, une dernière question. Est-ce que vous pourriez m'inscrire sur votre liste? Oui, bien sûr. Vous pouvez m'envoyer Oui, via WhatsApp, excusez-moi. Je ne sais pas euh, qui est sur. Ben Simon, Yossi Ben Simon. Ou sur le chat, là, je vous envoie mes coordonnées? Non, 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 vous Non. m'envoyez via WhatsApp, vous m'envoyez votre adresse email et je vous D'accord. inscrirai de façon à ce que vous receviez, parce que bon, celle qui va suivre, donc je vous l'ai dit. Ensuite, il va y avoir le budget, très important aussi, quand on fait son alia, de savoir justement comment gérer son budget, et nous le prévoyons dans la préparation à l'alia. Donc voilà, écoutez, en tout cas, je vous remercie. Ah, je n'ai pas votre WhatsApp, excusez-moi. Alors, mon numéro de téléphone, je vais le mettre dans le lien, mais je vous le donne quand même comme ça. C'est 052 Alors, 22
63 776. Voilà, je suis Patricia Assoun, présidente de l'association Dor Kradash. Vous me trouvez aussi sur Facebook. Et également, je suis fondatrice du site H. Café. Et sur, voilà, mes coordonnées y sont également. Merci beaucoup et bravo. Excellent. C'est très gentil, merci. Daniel? Merci beaucoup, Patricia, et bravo à tous. Et merci bien sûr à Henri et Dr Daniel Guggenheim. Merci à tous. Ah ben voilà, contente de voir Merci. Ayala. Merci Ayala, beaucoup. je suis désolée, mais à mon avis, tu vas recevoir beaucoup de questions. Ah, tu n'as pas à être désolée. Ah bon, ben alors très bien. Alors, si on continue à Nous sommes là travailler pour comme ça, c'est parfait. Merci beaucoup. Excellente journée. Shavuot Merci, Tov. À bientôt. Patricia. Merci. Merci. Merci, au beaucoup. revoir. Shavuot Tov.